Bienvenue à bord du podcast Déboussolé, où nous allons explorer toutes les facettes de l'intersectionnalité. Pour ce faire, nous allons inviter différentes personnes, des personnes expertes autant académiques que des experts de vécu. Ce podcast est le fruit du travail d'un groupe qui se réunit maintenant depuis 2 ans. Ce groupe est nommé Groupe Intersectionnalité. Il évolue au sein de l'association BIPAX, qui est une association d'éducation permanente et de lutte contre les discriminations racistes. Ce podcast se fait en partenariat avec Média Animation, qui est une association d'éducation aux médias. Ici Mehdi, à la barre, et je serai votre guide durant ces explorations. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, donc plutôt l'aspect juridique de l'intersectionnalité et notamment la mise à jour de la loi qui a été effectuée récemment en Belgique. Pour ce faire, j'ai invité aujourd'hui Solange qui va nous parler justement de cette loi. Solange, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je suis heureuse d'être ici. Avec plaisir Solange. Avant de te demander de te présenter en quelques mots, j'aimerais te poser d'abord une question. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens déboussolée ? Aujourd'hui, je me sens déboussolée un peu par la politique et l'atmosphère assez oppressante par rapport à la montée des extrêmes et le fait qu'il y a plein de gouvernements en fait partout dans le monde et également en Belgique qui essayent d'enlever des droits à certaines communautés. Moi, je suis une femme noire, donc je me sens en tout cas touchée par cette atteinte aux droits qui arrive en fait partout dans le monde. Mais en même temps, je me sens déboussolée aussi par tout l'espoir que les mouvements militants apportent. Aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et je sais en fait que pendant la manif, il y aura aussi de la joie militante et je trouve que c'est hyper beau à voir en fait. On a beau attaquer les droits des femmes, les droits des personnes racisées, les droits des personnes migrantes, etc. Il y a quand même de la résistance en fait qui se met en place, de la solidarité. Je trouve ça hyper beau en fait face à toutes les attaques qu'on peut voir. Donc c'est comme ça que je me sens déboussolée. Merci Solange, et tu disais justement que tu te sentais notamment concernée parce que tu étais une femme noire, donc j'en profite pour te demander un petit peu de te présenter. Alors, qui es-tu ? Oui, moi je m'appelle Solange Umoza, je travaille à BIPAX en tant que chargée d'études et d'animation. Donc comme tu le disais, BIPAX c'est une association antiraciste, mais moi je suis aussi active sur les questions de féminisme et je suis militante en fait féministe depuis plusieurs années. C'est les 2 grosses thématiques qui me tiennent fort à cœur. Tu me disais aussi donc que tu es animatrice et dans ce cadre-là, on a déjà eu l'occasion de collaborer ensemble et tu as eu aussi l'occasion de faire un certain travail sur ce que représente cette nouvelle loi, cette mise à jour. Et je vais te demander finalement c'est quoi cette mise à jour ? En 2023, il y a eu une réforme des lois antidiscrimination. En Belgique, il y a 3 lois principales qui concernent la lutte contre les discriminations. Il y a d'abord la loi de 2003 qui concerne la lutte contre les discriminations. C'est la loi antidiscrimination, on va l'appeler comme ça. Ensuite, il y a la loi de 2007 qui concerne la loi genre. C'est la lutte contre le sexisme. Et il y a aussi, enfin, la loi de 1991 qu'on va appeler soit la loi Moreau, soit la loi antiraciste. Et là, ça régit en fait la lutte contre le racisme et les discours de haine. Donc ça, c'est les 3 grandes lois en Belgique et elles ont été réformées en 2023 à partir d'un processus d'évaluation qui a commencé en 2017 parce que ce qui est bien dans ces lois-là, c'est qu'elles intègrent en fait un processus d'évaluation tous les 10 ans. Donc c'est d'une part les politiciens, mais aussi le secteur associatif et les instituts concernés par rapport à ces différentes lois. Il y a l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et aussi UNIA. On aura sûrement l'occasion de revenir sur le détail justement des acteurs et des actrices qui sont derrière la loi et aussi ceux et celles qui sont impactés par cette loi. Mais justement d'abord, cette loi, qu'est-ce qu'elle apporte comme nouveauté ?
Donc, cette loi apporte un tas de nouveautés. Il y a d'abord la question des sanctions qui sont revues à la hausse. Et ça, c'est en lien aussi avec les nouvelles formes de discrimination qui sont reconnues par la réforme de cette loi. Donc, il y a 3 nouvelles formes de discrimination. Il y a d'abord la discrimination cumulée. Il y a la discrimination intersectionnelle et aussi la discrimination par association. D'accord. Et quelle est la différence entre ces 3 types de discrimination ? Donc, pour faire très bref, la discrimination par association, c'est l'idée d'être discriminé parce que on va être associé à une personne d'un groupe marginalisé. Donc, par exemple, moi, mon meilleur ami est une personne en situation de handicap, mais je vais être discriminée par rapport en fait à cette situation-là. Donc, c'est par exemple l'idée qu'une femme va être discriminée à l'embauche en raison du handicap de son enfant. Et l'idée derrière cette discrimination, c'est de se dire que, par exemple, elle aura plus d'absence pour prendre soin de son enfant et donc l'employeur ou l'employeuse ne voudrait pas avoir une travailleuse qui prend tant d'absence. Donc ça, c'est la discrimination par association. Il y a ensuite la discrimination cumulée et la discrimination cumulée, c'est l'idée d'être discriminé sur 2 critères protégés de manière dissociable. D'accord. Et avant que tu continues du coup cette explication, c'est quoi un critère protégé ? Un critère protégé, c'est des critères qui sont définis par la loi de 2003, la loi antidiscrimination, et c'est des critères par lesquels le législateur a estimé qu'une personne pouvait être discriminée. Il y en a 19 en Belgique. Je vais en citer quelques-uns, mais sur le site d'UNIA, qui est une mine d'or, il faudrait y aller en fait pour avoir la liste complète. Il y a par exemple le genre, le sexe, la parentalité, le handicap, ce qu'on va appeler les critères raciaux. Dans les critères raciaux, il y en a 5, il y a la couleur de peau, l'ascendance, l'origine, la race, et j'ai oublié le 5e, mais allez sur le site d'UNIA, il est très complet. Il y a la religion aussi comme critère protégé, mais voilà, c'est tout un tas de critères en fait que le politicien et les politiciennes ont décidé de protéger parce que c'est les critères sur lesquels les personnes sont les plus à même d'être discriminées. Et tu disais donc la discrimination cumulée va faire intervenir au moins 2 voire plus de critères protégés dans cette liste. Oui, c'est ça. Pour donner un exemple concret de qu'est-ce que c'est une discrimination cumulée, parce qu'il faut aussi se rendre compte de l'aspect technique du terme dissociable dans une discrimination cumulée. En fait, une discrimination cumulée, concrètement, ça va être, par exemple, une femme en situation de handicap. Donc les critères protégés ici, c'est le fait qu'elle soit une femme, donc son genre et la situation d'handicap qui va être discriminée à l'embauche. Et on va considérer que c'est une discrimination cumulée parce que les 2 critères peuvent être dissociés. Donc, une femme qui serait valide pourrait aussi être discriminée à l'embauche. Et à côté de ça, une personne en situation de handicap, un homme par exemple en situation de handicap, pourrait être aussi discriminé. Donc, on voit que les 2 critères sont dissociables parce qu'une personne pourrait être discriminée sur un des critères sans avoir l'autre particulièrement. Et c'est important de comprendre cette distinction-là parce qu'elle va nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est une discrimination intersectionnelle. Et une discrimination intersectionnelle, c'est le fait d'être discriminé sur au moins 2 critères protégés, mais ces 2 critères-là vont être indissociables dans le sens où on va pas pouvoir faire la différence entre un critère ou l'autre. Et pour donner un exemple concret également, ça va être par exemple une femme asiatique qui veut louer une chambre d'hôtel pour la nuit et l'hôtel va lui refuser la location de cette chambre d'hôtel parce qu'il y a aussi le stéréotype que les femmes asiatiques sont des travailleuses du sexe. Donc les 2 critères dans cet exemple-là, ça va être le genre et la race, le fait qu'elle soit une femme asiatique.
Et ces deux critères deviennent indissociables parce que un homme asiatique va pouvoir louer une chambre d'hôtel parce qu'il n'y a pas forcément ce stéréotype-là qui va être en jeu pour ces hommes-là. Et ensuite, une femme blanche, une femme noire, par exemple, on va pouvoir lui louer en fait cette chambre d'hôtel. Donc c'est vraiment la combinaison entre le fait d'être une femme et le fait d'être asiatique qui va faire que cette femme-là va être discriminée. Donc on comprend que ces deux critères-là deviennent indissociables entre eux. Donc elle va être victime de discrimination de par la nouvelle catégorie qui est émergente des deux autres critères de stigmatisation, et que donc elle va subir une discrimination dans ce sens-là. C'est une belle transition vers le terme d'intersectionnalité. On en profite pour en parler ici, puisqu'on va en parler beaucoup dans ce podcast. Il me semble que l'intersectionnalité, c'est un terme donc, qui décrit les différentes stigmas, les différents types de discrimination et comment elles vont se combiner et se renforcer. Est-ce que toi, tu aurais une définition peut-être un peu plus précise de ce terme ? Ouais, donc le terme intersectionnalité, comme tu le dis, c'est un outil d'analyse qui permet de comprendre en fait la réalité des expériences que les personnes vivent. Et l'exemple de la femme asiatique, comme tu le relevais, c'est un exemple très parlant parce que ça permet de comprendre que l'intersectionnalité, c'est pas juste une addition en fait des discriminations, c'est vraiment l'idée que le fait d'être à l'intersection, d'être au croisement de différents systèmes de domination, de différentes discriminations, ça va créer une forme particulière en fait à la discrimination que les personnes peuvent vivre. Et l'intersectionnalité, c'est un outil très important parce que ça permet en fait de mieux lutter contre les discriminations. Quand on comprend que être au croisement du genre et de la race pour une femme asiatique, c'est pas la même chose qu'une addition, ben ça permet en fait d'avoir des outils adaptés à la lutte contre cette forme de discrimination. Et ce terme et ce concept, on pourrait peut-être même le dire un concept juridique, il vient d'où exactement ? Donc, ce concept-là a été inventé, plutôt le terme a été inventé par Kimberly Crenshaw, une juriste américaine dans les années 90. Kimberly Crenshaw, qu'est-ce qu'elle a essayé de montrer en fait ? Comment elle a essayé de montrer tout ça ? C'est à partir de différents cas de justice américaine. En fait, à cette époque-là, la justice américaine ne reconnaissait pas la double discrimination. Pour eux, il fallait soit choisir entre la race et le genre. Et Kimberly Crenshaw, en analysant tout un tas de cas juridiques, a essayé de montrer que c'est vraiment, ce qu'on disait aussi, le fait d'être à l'intersection de différentes discriminations, en crée une nouvelle. Et le cas phare qui a permis à Kimberly Crenshaw de forger le terme intersectionnalité, c'est le cas d'un groupe de femmes noires qui ont porté plainte contre une entreprise pour discrimination à l'embauche. Et le raisonnement qui a suivi cette entreprise-là, c'est de dire que d'une part, il y a des femmes dans notre entreprise, donc il ne peut pas y avoir de discrimination sexiste. Et d'autre part, il y a des hommes noirs dans notre entreprise, donc il peut pas y avoir de discrimination raciale. Et ce que Kimberly Crenshaw a montré avec l'intersectionnalité, c'est que le fait d'être à l'intersection du genre et de la race pour les femmes noires, ça crée une forme totalement différente que l'addition des deux, en fait. Donc, c'est pas suffisant de dire qu'il n'y a pas de sexisme parce qu'on engage des femmes blanches, et il n'y a pas de racisme parce qu'on engage des hommes noirs. Et pour aller un pas plus loin dans ce que Kimberly Crenshaw a essayé de montrer, c'est aussi que dans ce cas-là, les femmes blanches qui étaient embauchées, c'était que des postes de secrétaires, et les hommes noirs, c'était des postes de manutention, de nettoyeurs, etc. Donc il n'y avait pas forcément de place pour les femmes noires dans cette entreprise-là. Et d'abord, la justice américaine a suivi le raisonnement de l'entreprise et a donné gain de cause à l'entreprise, mais en analysant ce cas-là, Kimberly Crenshaw a démontré finalement que c'était une discrimination particulière et qu'elles étaient réellement discriminées en fait. Ici, on l'observe comme très souvent que à la base, à la source même de cette initiative, on a des femmes noires.
Pourtant, aujourd'hui, le terme est très fort utilisé, très fort repris notamment par les féministes, notamment, et on assiste aussi à une recrudescence d'utilisation du terme intersectionnel comme un adjectif, un petit peu féminisme intersectionnel. Selon toi, ce serait quoi la distinction justement entre le terme qui a été créé à cette époque-là et son utilisation aujourd'hui? Mais déjà, ça me permet aussi d'ajouter dans l'aspect historique du terme intersectionnalité que Kimberlé Crenshaw a forgé le terme, mais c'était un concept qui vivait déjà en fait dans les milieux féministes noirs et notamment dans les milieux queer. Et je pense au collectif Combahee River Collective, qui est un groupe de femmes noires lesbiennes qui parlaient déjà aussi d'intersectionnalité sans pour autant mettre le terme intersectionnalité, mais elles en parlaient en fait du fait d'être au croisement du genre, de la race et d'une orientation sexuelle qui est autre, qui est hétérosexuelle, mais ça faisait quelque chose de particulier dans la manière dont elles vivaient le monde. Donc moi je pense que le fait que le terme intersectionnalité devienne mainstream dans les milieux militants, c'est positif, mais il faut se réapproprier le terme sans pour autant effacer l'aspect historique et les personnes qui ont pensé en tout cas ce concept-là, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent quand c'est des personnes noires qui sont à l'origine de certains concepts ou certains mouvements, elles sont souvent effacées, comme par exemple le mouvement des personnes trans qui a conduit au mouvement LGBT de manière globale. C'est d'abord des femmes noires en fait qui ont commencé avec les émeutes de Stonewall. En fait, c'est notamment Marsha P. Johnson qui a lancé le mouvement. Et c'est important de rendre hommage aux personnes à l'origine. Mais je trouve que c'est aussi important que ces concepts-là, que ces mouvements-là ne restent pas cantonnés en fait à des petites sphères. Ça permet de faire mouvement, de faire collectif, de renforcer la solidarité entre les mouvements. Il faut peut-être pas comparer, mais je dirais quand même que l'état de la France est un peu moins bien, en tout cas dans la question de l'extrême droite qu'en Belgique. Ou en Belgique, dans le monde francophone, il n'y a pas tellement en tout cas, il n'y a pas de parti concrètement d'extrême droite. Il y en a un, mais qui est très petit. Mais pour autant, il faut pas s'arrêter à cette pensée-là, parce que les idées d'extrême droite se retrouvent dans tous les partis politiques en fait maintenant. Il y a vraiment une porosité de l'idéologie d'extrême droite qu'on retrouve dans tous les partis. Et il y a même certains partis qui acceptent maintenant des personnes qui étaient dans ce parti d'extrême droite, c'est un parti démocratique, un parti de droite, mais qui a accueilli à bras ouverts 2 personnes anciennement de ce parti d'extrême droite. Donc on peut se poser aussi la question de vers où va la politique en Belgique en fait. Il y a eu une étude, une recherche qui a été publiée durant la période électorale de 2024, qui a montré que tous les partis ont fait un pas vers la droite, et le fait qu'il y ait la porosité en fait de l'idéologie d'extrême droite, qu'on retrouve ces idées partout, ça s'explique comme ça en fait, le fait que tout le monde a fait un bond vers la droite et qu'on criminalise en fait les associations qui luttent contre les discriminations, les associations, les mouvements, les collectifs progressistes. Et comme on l'a déjà bien vu et déjà senti, le nouveau gouvernement s'affaire à raffermir, à sécuriser, à mettre en place tout un tas de mesures qui vont rendre les choses très compliquées, notamment pour les militants et militantes. Et une des mesures phares, mais malheureusement phares, c'est le définancement, en tout cas en grande partie d'UNIA. Justement, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux me rappeler rapidement donc, qui est UNIA ? Qu'est-ce que c'est que UNIA et qu'est-ce que ça implique, cette nouvelle mesure ?
UNIA, c'est le Centre interfédéral de lutte contre les discriminations. Et UNIA, en fait, a été créé à partir d'une directive européenne. Donc, la Belgique s'est engagée finalement à créer un institut de lutte pour l'égalité. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils définancent UNIA, mais qu'ils ne le suppriment pas, parce qu'ils n'ont pas le droit, finalement. Mais en définançant l'Institut, c'est une manière détournée de re-questionner leur existence et leur manière de travailler. UNIA a été définancée de 25%. L'Institut pour l'égalité homme-femme a aussi été définancé de 25%. Donc c'est une manière détournée en fait pour ce parti, pour ce gouvernement de droite, de questionner la lutte contre les discriminations et le fait d'avoir un institut qui se consacre concrètement à aider les citoyens, à accompagner les citoyens dans la lutte contre les discriminations, parce que c'est la mission phare d'UNIA, c'est d'accompagner les citoyens qui sont victimes de discrimination à porter plainte ou à avoir des moyens pour signaler en tout cas les discriminations qu'ils peuvent vivre. Et concernant le public, comment est-ce que tu penses que ça a été reçu ? Déjà, est-ce que ça a été reçu par un public ? Est-ce qu'on en a entendu parler suffisamment ? Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, je pense que ça n'a pas été reçu suffisamment. Et je pense que ça a été stratégique, en fait, de pas en faire la publicité à tout va. Parce que ça peut être une thématique, surtout dans le monde actuel, en fait, où tout peut prêter à polémique, surtout les idées progressistes comme une reconnaissance de discrimination cumulée intersectionnelle. Et donc, je pense que ça a été stratégique de pas en faire la publicité. Mais de l'autre côté, ça n'a pas permis aux citoyens de savoir qu'il y avait eu cette réforme. Donc, ça mériterait quand même une certaine publicité pour permettre aux citoyens, en fait, que les citoyens se rendent compte qu'il y a de nouvelles formes de discrimination. Après, je pense qu'il faut aussi faire confiance au travail qu'UNIA fait, où quand une personne va faire un signalement à UNIA, les travailleurs d'UNIA sont formés finalement à reconnaître si c'est une forme de discrimination cumulée ou intersectionnelle. Elles vont pouvoir accompagner les citoyens et citoyennes dans tous ces méandres juridiques mettre en avant le fait qu'il y a un aspect cumulé ou un aspect intersectionnel à une certaine discrimination. L'individu obligé d'être spécialiste de la question ou de savoir ce que c'est qu'une discrimination intersectionnelle, à partir du moment où des personnes qui sont censées le recevoir vont être bien formées. Mais concernant les juges ou les personnes de manière générale qui sont censées faire appliquer cette loi ou juger justement du caractère intersectionnel ou pas d'une discrimination, est-ce que selon toi c'est le cas ou ce sera le cas ? D'abord, pour revenir sur les citoyens, je pense que c'est quand même important de connaître ses droits. Ça permet en fait de déjà se sentir en fait plus en confiance qu'on va signaler quelque chose en se disant qu'on a déjà fait un premier balayage en fait des différents éléments qu'on peut apporter à UNIA. Parce qu'UNIA accompagne les citoyens, mais plus le dossier est épais, plus la plainte peut aller loin, ou en tout cas le cas peut aboutir à soit une médiation avec la personne mise en cause, soit à une plainte au niveau juridique. Et puis au niveau des juges, UNIA a aussi un travail de formation et de sensibilisation auprès du pouvoir judiciaire. Donc ils vont former les juges, mais c'est pas assez, je pense. Déjà que c'est pas tous les juges qui ont accès à cette formation-là. Et même si on forme ces personnes-là, si on les sensibilise, peut-être qu'elles sont pas d'accord finalement avec le principe même d'une discrimination cumulée et intersectionnelle. Même si en tant que juge, elles sont ces personnes-là sont censées respecter ce que le Parlement décide. Il y a toujours une marge de manœuvre en fait dans certaines décisions
dans les peines, par exemple, à créditer à la personne, etc. Mais donc, comme tu le dis, encore un long travail à faire. Est-ce que tu aurais des idées d'outils qui pourraient justement permettre aux personnes censées juger de ce caractère-là, donc de le faire de manière optimale? Donc, pour les juges, moi, je pense qu'il faudrait avoir une formation obligatoire à suivre concernant l'évolution des droits des citoyens et citoyennes, mais aussi concernant les sujets de société, en fait. La lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations de manière plus globale. Je pense que parfois, il y a un peu une déconnexion entre certaines sphères de la société, donc comme les politiques, le pouvoir judiciaire et d'autres sphères, et les citoyens, ce que les citoyens concrètement vivent au quotidien, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une déconnexion entre les deux, donc il faudrait peut-être relier les deux, faire dialoguer les différents groupes entre eux. Ok, donc ça c'est déjà une très bonne ressource. La formation des juges est super importante puisque ces personnes-là constituent l'appareil judiciaire, constituent un petit peu cette institution. Et de manière générale, on observe, je ne sais pas si toi tu seras sûrement d'accord avec moi, mais on observe une forme de méfiance des personnes racisées et de manière générale des personnes victimes de discrimination, une sorte de méfiance envers les institutions. Est-ce que selon toi, ça ne joue pas aussi dans la difficulté à déclarer ça, à faire en sorte que ce soit reconnu, à faire en sorte que ce soit effectivement jugé? Oui, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup dans les ateliers de BIPAX où des personnes viennent nous dire « mais en fait, à quoi ça sert de porter plainte, la plainte va aller dans les méandres de la justice, on va jamais voir le bout, ou je vais aller à la police pour signaler une discrimination, mais même à la police on va me discriminer, des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut plus d'organisation de proximité. Donc le secteur associatif, c'est un organisme hyper important, c'est une entité hyper importante en fait pour faire le relais entre les institutions et le citoyen. Donc je pense que le politique, en tout cas les politiques qui veulent faire bouger les choses, doivent investir en fait dans le secteur associatif. Parce que le secteur associatif permet d'accueillir, de récolter la parole, mais aussi de réorienter vers les institutions pertinentes et de mettre en confiance les personnes pour les envoyer en fait vers ces institutions. Et il y a même des associations qui accompagnent directement la personne qui a été discriminée, qui a été victime de violences, etc., à porter plainte, à aller dans des dispositifs qui vont les accompagner à porter plainte. Donc je pense que le premier élément, c'est vraiment investir dans le secteur associatif. Après, c'est pas forcément une association qui doit faire le travail. Les institutions peuvent aussi avoir des entités de proximité. UNIA avait certains bureaux en fait partout en Wallonie et en Flandre, et à cause d'un définancement, ils ont petit à petit en fait abandonné ces locales en fait, ces différents bureaux locaux. Et ça freine aussi les personnes en fait à se dire mais en fait je dois aller jusque Bruxelles, une personne au fin fond du Luxembourg, je dois aller jusque Bruxelles pour aller porter plainte, pour être accompagnée par UNIA. Ça crée des freins en fait. Donc je pense qu'il faut aussi investir à ce niveau-là en fait, d'avoir tant le secteur associatif que vraiment des institutions au niveau local. Et donc du coup, tous ces freins-là entre le manque de formation, de connaissances des juges et de l'autre côté la méfiance envers les institutions, et peut-être encore d'un autre côté la réticence des personnes non concernées, ça pose la question de l'application finalement de cette loi. Elle a été votée, elle a été mise en place, mais à quel point, si effectivement c'est si dur de reconnaître et de deux déclarer la discrimination intersectionnelle, est-ce que cette loi va pouvoir être appliquée au quotidien? Je suis pas voyante, donc je peux pas
vraiment dire comment cette loi va être appliquée. Mais il y a quand même cette loi donne quand même de l'espoir en fait de se dire que ok, il y a eu une reconnaissance. Maintenant, si une personne porte plainte en disant il y a discrimination cumulée ou discrimination intersectionnelle, la police, le juge ou que je sais, je ne peux pas dire mais en fait ça n'existe pas ton truc. Donne-moi un truc concrètement juridique que moi je peux prendre et créer un dossier autour de ça en fait. Avoir un fondement juridique, c'est déjà un grand pas en avant pour permettre des dossiers de se construire là-dessus. La réforme a eu lieu en juin 2023 et à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de cas en fait, en tout cas de cas qui ont fait les médias, qui ont invoqué ces deux nouvelles formes de discrimination. Mais je pense que dans le futur, ce serait intéressant de voir comment les citoyens s'approprient cette loi-là et comment le pouvoir judiciaire, le système judiciaire aussi s'approprie cette loi-là. Il y a parfois un décalage en fait entre les lois et la réalité, donc il faut aussi voir comment les juges vont prendre ces lois-là. Est-ce qu'ils vont vraiment les adopter ou pas? Ou est-ce qu'ils vont quand même les reléguer aux oubliettes, en fait? Et justement, comment nous, en tant que citoyens, citoyennes, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour être mieux armés par rapport à ça? Pour être mieux armé, je pense, c'est connaître ses droits. Sensibiliser les personnes qui connaissent en fait qu'il y a cette réforme, ils peuvent en parler à leur entourage. Il y a un travail du secteur associatif et aussi des institutions concernées de vraiment démocratiser le savoir concernant les lois antidiscrimination, mais aussi les droits finalement. Connaître ces droits, c'est important. Et il y a des associations qui mènent des formations, des ateliers, et notamment BIPAX, qui a un module de formation d'une après-midi sur les lois antidiscrimination et mieux connaître ses droits. On fait un peu un petit historique en fait de d'où on en est et d'où on vient. Et ensuite, on parle concrètement de comment faire activer ses droits, à qui faire appel, vers qui se tourner quand on a un problème, etc. Et en 2025, on va aussi sortir un outil pédagogique qui est basé sur cette formation pour aussi outiller le secteur associatif de manière globale, donc les autres associations en fait, pour qu'elles puissent former leurs bénévoles, leurs volontaires, etc., à mieux connaître ses droits. Et c'est en parlant autour de nous, chacun et chacune, qu'on va pouvoir faire changer les choses. Mais tu as oublié une voie... en tout cas, la meilleure des voies, peut-être, c'est écouter le podcast. Ouais. Pour s'armer d'autant plus contre ces discriminations-là, parce qu'on va en parler en long et en large de l'intersectionnalité sous toutes ses formes. Concrètement, alors, imaginons que moi, je sois victime de discrimination. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, fais-moi peut-être un petit trajet de la victime de discrimination. Donc, il faut faire un signalement à UNIA. UNIA, c'est vraiment l'institut qui est mandaté pour accompagner les citoyens quand ils veulent porter plainte, en tout cas faire un signalement de discrimination, parce que c'est pas forcément une plainte qu'ils vont déposer. UNIA est compétent pour la plupart des critères protégés. Ils ne sont pas compétents pour la question du genre, en tout cas de tout ce qui est autour du genre, donc le genre, le sexe, la transition sociale et médicale, etc. Être l'Institut pour l'égalité homme-femme, mais qui travaille sur le même principe qu'UNIA, juste sur les critères liés au genre. Donc, comment ces deux institutions fonctionnent, c'est de faire un signalement. Pour faire un signalement, on peut soit leur téléphoner, leur numéro se trouve sur leur site, soit directement faire ça en ligne sur leur site. Ils ont un formulaire de signalement. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent quel type de discrimination la personne a vécu, dans quel secteur, et aussi quelques détails en fait. La personne doit raconter la situation, les faits concrètement qu'elle a vécu, et ensuite une personne d'UNIA va recontacter le citoyen.
Deux choses aussi que j'aimerais ajouter, c'est d'abord, avant de faire un signalement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une discrimination aux yeux de la loi, parce que une discrimination, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une différence de traitement entre deux personnes. Mais toute différence de traitement ne va pas être considérée comme une discrimination aux yeux de la loi. Par exemple, le fait d'interdire à un enfant de conduire, ça, c'est une différence de traitement entre un enfant et un adulte. Mais ça, on va pas considérer que c'est une discrimination parce que ça poursuit un but légitime, en fait, de ne pas laisser un enfant de 8 ans conduire une voiture. Donc, concrètement, pour qu'il y ait discrimination, il y a 4 éléments à prendre en compte. Faut que la différence de traitement concerne un critère protégé. Faut que ce soit un comportement interdit par la loi. Et les comportements interdits par la loi, ils sont au nombre de 5. Il y a d'abord la discrimination directe, la discrimination indirecte, le harcèlement, le refus d'aménagement raisonnable et l'injonction à discriminer. Est-ce que tu pourrais peut-être juste me rappeler ce que c'est peut-être que la discrimination indirecte ? Ouais. Donc la discrimination indirecte, c'est le fait d'adopter une mesure qu'on va considérer comme neutre, mais en fait qui va discriminer dans les faits quelqu'un. C'est, pour donner un exemple, c'est interdire les animaux de compagnie dans un magasin. Donc ça peut paraître une mesure neutre, mais en fait, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est que les personnes avec un chien d'assistance ne vont pas pouvoir rentrer, donc elles vont être discriminées. D'accord. Donc ce serait un peu la même chose que interdire le couvre-chef en entreprise qui aurait comme impact de cibler les femmes qui souhaiteraient porter le voile, par exemple. Exactement, oui. On va considérer que c'est une discrimination indirecte parce que c'est pas directement on vise pas directement un groupe de personnes. Il faut aussi voir le domaine d'application de la discrimination. Donc les domaines d'application de discrimination, ça va être l'emploi, les biens, les services, les prestations sociales, les activités sociales et culturelles. Donc concrètement, si une personne noire se voit refuser l'entrée à un musée, on va dire que c'est une discrimination. Mais si mon voisin me refuse l'entrée chez lui, ça va pas être une discrimination parce que c'est pas considéré comme un champ applicable par la loi en fait, vu que c'est un domaine privé. Ok, donc je peux pas porter plainte contre mon voisin pour discrimination parce qu'il a coupé les branches de mon cerisier, par exemple, pour me cibler moi. Ouais, non, ça je peux pas. Tu ok, peux d'accord. pas. En tout cas, tu peux pas invoquer que c'est une discrimination raciste. Hein. D'accord. Tu peux invoquer d'autres éléments peut-être, mais pas... Ah, c'est dommage. Et enfin, il y a la question de la justification. La justification, c'est un peu technique, mais le principe, c'est de voir si la différence de traitement qu'il y a eu entre les deux personnes poursuit un but légitime ou pas. Et c'est concrètement l'exemple que je donnais avec l'enfant qui va conduire une voiture. Le fait qu'on va pas laisser les enfants conduire une voiture, mais on va considérer que c'est justifiable parce que ça poursuit un but légitime de sécurité. Merci. Du coup, maintenant, je sais exactement comment le faire et j'espère que les auditeurs et auditrices le sauront aussi davantage, en comment s'armer davantage contre ces discriminations, comment porter plainte, comment croiser les doigts très fort pour que ce soit reconnu. Solange, un tout grand merci pour toutes ces informations, pour ces explications très détaillées. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Est-ce que tu voudrais ajouter un message pour nos auditeurs et auditrices? Ouais, déjà, merci pour l'invitation. C'était un chouette moment à partager avec toi. Pareil, merci. Moi, j'aimerais ajouter pour terminer l'idée de... Parce qu'encore, on est le 8 mars, donc on sent l'effervescence en fait du collectif et je trouve ça hyper beau à voir, comme je le disais aussi en introduction. Donc, les personnes qui le peuvent et qui le veulent, qu'elles essayent en fait de rejoindre le mouvement, de s'imprégner en fait de cette joie militante, parce que la lutte contre les discriminations, parfois c'est un peu plombant. On n'en voit pas le bout. On se dit, mais en fait, le racisme a toujours existé, pourquoi on doit lutter contre et il y a un peu
le risque de rester dans un statu quo parce qu'on voit pas les choses avancer. Et même quand on voit les choses avancer, on avance d'un pas, on recule de deux. Mais faire partie en fait d'un collectif de citoyens ou d'une association, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul finalement dans les choses qu'on vit, mais aussi dans les choses dans la manière dont on veut faire bouger les choses. Et ça permet de remettre du baume au cœur en fait parfois. Oui, c'est pour ça qu'on s'est réunis pour faire ce podcast. Encore un grand merci Solange. Amis déboussolés, c'est ainsi que cet épisode se termine. Ensemble, nous venons d'explorer une nouvelle facette de l'intersectionnalité. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, retrouvez-nous sur nos réseaux, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Si vous souhaitez encore aller plus loin, retrouvez-nous en description où vous trouverez des trésors de ressources que nous avons concoctés pour vous. Nous remercions encore Bipax et Média Animation, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Vous venez d'écouter Les Déboussolés.